Évangélisation sincère. Je partage ce que moi-même je mets déjà en pratique dans ma propre vie. Esprit Saint vient. Esprit Saint vient. Esprit Saint vient, s'il te plaît. Et guide-nous. Et protège-nous. Et montre-nous le chemin. Seigneur Esprit Saint. Jésus, que j'ai fait pour toi. N'oublie pas toutes ces prières que j'ai faites à l'égard de mes frères. Regarde pas mes péchés, mais regarde juste ma foi. Regarde pas mes faiblesses. Et montrer sa faute signifie quoi? Signifie qu'il faut amener l'autre à comprendre qu'il a mal fait, où est-ce qu'il a mal fait et qu'est-ce qu'il aurait dû faire. Cela implique que nous comprenions qu'un reproche obéit à 3 étapes. Donc quand on parle de la dissertation en littérature, il est question de rédiger en 3 étapes. Première étape, c'est ce qu'on appelle la thèse, qui est l'affirmation principale. Parfois, si on prend la pensée d'un auteur, ou je ne sais pas qui. Ensuite, il y a quoi? L'antithèse, qui n'est pas le contraire de la thèse, d'accord? Mais qui révèle les limites de la thèse. Et enfin, il y a quoi? La synthèse, qui permet de proposer quelque chose suite à cette confrontation initiale. Thèse, antithèse, synthèse. Faire un reproche à quelqu'un doit obéir à ce schéma. Thèse, antithèse, synthèse. Dans la thèse, il est question d'abord d'apprécier positivement ce que l'autre a voulu faire dans son intention, même si l'action et la réalisation n'a pas produit l'effet escompté pour nous. D'accord? Après avoir apprécié, montrer à l'autre l'insuffisance de son intention, de son idée ou de son action. Et en troisième analyse, proposer quelque chose. Un reproche qui ne propose rien, c'est une critique vide et stérile, c'est de la satire inutile. Donc, si quelqu'un fait quelque chose de mauvais, vous dites seulement, je n'aime pas ça, ce n'est pas bon. Vous lui proposez quoi? Il va donc savoir que vous aimez quoi. Alors prenons un exemple domestique. Je me réjouis qu'il y ait beaucoup de femmes dans la salle. Lorsque vous faites à manger souvent à la maison, c'est bon, non? Quand c'est bien fait, qui vous dit merci? Personne, n'est-ce pas? Mais le jour où le sel a fait un genre, le jour où le goût n'est pas sorti, un genre, qu'est-ce qu'on vous dit souvent? C'est quoi ça? Tu ne sais rien faire dans cette maison. Tu sors même d'où? N'est-ce pas? Enlève-moi les bêtises là de la table. Ah oui? Mais s'il faut faire un reproche à une femme, même à votre maman, par rapport à ce qu'elle a préparé, thèse, antithèse, synthèse. La thèse consiste d'abord à apprécier, de dire vraiment merci de ce repas que tu as fait. Même si je n'avais pas prévu de manger ça, bon, mais je vois quand même que tu t'es donné de la peine. Quelqu'un se brûle les doigts pour vous et vous appelez ça des bêtises, alors que vous ne savez même pas cuire un œuf. C'est pas possible. Donc, j'apprécie quand même cela. Et maintenant, l'antithèse, c'est de lui dire, tu ne trouves pas qu'il y a un peu plus de sel que d'habitude là? C'est un peu trop salé, mais c'est bon. Donc, je mange quand même. Mais je te signale que c'est un peu salé. Et là, je peux te dire, la prochaine fois, quand tu fais ce mets, ne mets même plus du sel. Je vais ajouter l'arôme moi-même. Là, vous avez fait un reproche. Vous avez apprécié l'effort, montré, parce que vous avez trouvé trop salé, peut-être la personne qui a préparé trouvait que c'est bon. Et du coup, proposez comment vous voudriez qu'il en soit pour vous. Du coup, la prochaine fois qu'on va préparer, on ne va plus mettre du sel pour vous. Bon ou faux?
Voilà comment on fait un reproche. Et cela s'applique même dans le domaine professionnel. Ouais, votre supérieur hiérarchique, vous appelez votre patron, je ne sais pas qui. Vous savez, les patrons, ils aiment bien jouer au roi. Hein? C'est-à-dire, à un moment donné, il vient, il vous gronde pour rien là. Ou bien, s'il a ses humeurs d'ailleurs, il vient les passer un peu sur vous. Mais votre supérieur peut venir, ou bien même un parent, parce qu'il y a les enfants qui ont ce problème à la maison. Il y a des parents qui énervent souvent, n'est-ce pas? Les enfants, c'est vrai, non? On estime souvent qu'il y a des parents qui nous fatiguent, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils t'envoient chercher un truc maintenant, 5 minutes après, ils te rappellent encore. 5 minutes plus tard, ils te rappellent encore. Pour aller prendre les mêmes choses aux mêmes endroits. Et on a envie de lui dire, mais tu ne peux même pas me dire tout ça une fois. Comme ça, j'allais faire directement. Oui. Alors, il arrive donc que votre patron, votre parent, celui qui est d'un niveau supérieur, vous donne une instruction qui ne vous plaise pas. N'est-ce pas? Thèse, antithèse, synthèse. Alors l'erreur que nous commettons parfois à la maison, c'est de répondre, c'est de retorquer. Je ne veux pas, moi je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que vous constatez? Lorsque vous retorquez, on vous sanctionne pourquoi? Pour insubordination et insolence. Même si vous avez raison. Donc vous pouvez avoir raison, mais en manifestant, vous avez tort d'avoir eu raison. Parce qu'on ne va plus regarder le défaut de l'instruction qui a été donnée, mais on va s'arrêter sur votre insubordination. Donc, la thèse consiste pour vous, dans un premier temps, à obéir. Faites d'abord ce qu'on vous a demandé de faire, même si vous n'êtes pas convaincu. D'accord? Et lorsque j'ai obéi, ensuite, je reviens voir la personne après, bien sûr, pas directement, pour lui montrer quand même que bon, j'ai fait comme tu as dit. Mais tu ne trouves pas qu'on aurait mieux fait ainsi? Et vous proposez quelque chose. Et vous allez voir, même si cette personne est coriace comme Goliath, elle se laissera être sensible. Mais si vous tentez de manifester ouvertement et publiquement, on vous écrase, mes chers amis. Donc, allez faire une opposition, une rébellion en tenant tête de front. Vous voyez les conséquences. On vous écrase. Et la vie continue. Donc, pour nous, les enfants, comprenons que il peut arriver qu'on ne soit pas d'accord avec les parents, mais obéissons d'abord. Toi, tu n'es même pas obéissant, mais tu veux qu'on intègre ce que toi tu dises comment. Et le problème vient donc de ceci que nous revendiquons mal. Va trouver ton parent, c'est la seule, et essaie de lui montrer la limite de son action. Pas de juger. Il ne faut pas juger. D'accord? C'est vrai qu'on va dire que les parents sont un peu vieux jeux, n'est-ce pas? Mais je vais quand même dire quelque chose rapidement à l'intention et à l'attention des parents. C'est que vous commettez une erreur, généralement, celle de vieillir seul sans laisser vieillir vos enfants. Ou alors sans les laisser grandir. J'explique. À vos yeux, vos enfants sont toujours les nourrissons que vous avez portés et mis au monde, n'est-ce pas? Mais vous refusez de voir que plus le temps passe, plus ils grandissent. Et quand ils grandissent, ils ont besoin de faire leur propre choix, de se sentir collaborateurs, participants de leur éducation. Et si vous ne leur donnez pas cette liberté, alors à l'âge de la puberté, ils vous l'arrachent. Parce que même si vous les voyez petits, en taille, à partir de 10 ans, 12 ans, au moment où les caractères sexuels secondaires commencent à se former, leur moi, leur ego a déjà le même niveau que vous. Et si par malheur vous dépassez en taille, il est déjà au-dessus. Donc vous êtes surpris que l'enfant qui était souvent obéissant avant, maintenant vous lui parlez, il vous regarde comme ça. Il vous répond en vous regardant droit dans les yeux. Vous insistez, vous envoie au champ. Ah oui. Parce que vous n'avez pas compris que son moi a aussi évolué. Et si le moi de l'enfant évolue, alors vous devez respecter le cycle du soleil. Connaissez le cycle du soleil dans l'éducation? Je vais vous l'apprendre aujourd'hui. Nous partons d'une constatation. Vous allez remarquer que lorsque le soleil se lève le matin et qu'il frappe sur votre corps, votre ombre est de quel côté? Elle a quelle position par rapport à votre corps? Votre ombre est en avant. D'accord? Elle est un peu
Si on fait une perspective cavalière, c'est un peu en avant. Lorsque le soleil est au zénith à midi, votre ombre et votre corps ne font qu'une seule et même chose. C'est là, au-dessus. Et lorsque le soleil se couche le soir, votre ombre est derrière. Voilà le cycle du soleil dans l'éducation. C'est-à-dire que quand l'enfant est encore dans un âge en dessous de la puberté, donc quand sa vie commence, vous le parent, vous êtes devant comme son ombre pour lui tenir la main et le conduire. Voilà pourquoi c'est ce que vous dites qu'il fait. D'accord? D'où le terme pédagogique qui vient du grec pais agogein, conduire l'enfant. Vous êtes des pédagogues à ce moment-là. Mais au moment où commence la puberté jusqu'au début de l'adolescence, vous êtes au même niveau que lui. Je vous ai dit, son moi augmente. Donc, vous devez être désormais des accompagnateurs. Vous faites un pas en même temps que lui. Vous l'aidez également à en faire. Ça veut dire que même s'il faut faire des tâches à la maison, ne lui dites plus, vous le réveillez à 6 heures. Lève-toi, va laver les assiettes, va faire cela. La veille, donnez-lui son programme. Bon, dans ton organisation là, prévois quand même que tu vas laver les assiettes avant 11 heures. Laissez-le faire. Il va tourner là comme il peut, gérer son temps et il va le faire. L'objectif, c'est qu'il lave les assiettes. Ce n'est pas forcément qu'il vous obéisse. Mais si vous l'intégrez de cette manière, alors il intègre aussi la discipline que vous lui donnez. Donc vous êtes des accompagnateurs. Et après l'adolescence, donc dans l'âge adulte, vous les parents, vous devenez derrière comme des conseillers. Vous donnez un avis. Est-ce que vous m'entendez? Vous ne donnez plus des ordres. Vous ne vous immixez plus dans leur vie. S'il y a des parents qui sont nuisibles, les enfants veulent vivre leur amour dans leur foyer, vous êtes là. Toujours en train de leur dire que moi je n'aime pas celui-ci, moi je n'aime pas celle-là, moi je n'aime pas celle-là. Non. C'est pas possible. Et résultat des courses, ils sont toujours à la maison, ils vieillissent là. 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils vous enterrent même, on les enterre aussi là. Parce que vous ne les laissez pas se battre, il faut toujours que vous contrôliez tout. Ouais. Quand ils commencent même alors à travailler, c'est grave. Le rappel, vous êtes assis sur ça, comme on dit au quartier. Il faut que dans son salaire, vous contrôliez comment est-ce qu'il gère. Mais non, chers parents. Ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà pourquoi il y a toujours des crises à la maison. Et vous êtes donc surpris que certains, lorsqu'ils prennent une femme, qui s'en vont loin de vous, ils vous fuient. Ils vont commencer à accuser la fille de truie. Et depuis qu'il a épousé celle-là, ici qu'on a encore la route de la maison, mais il ne peut pas connaître cette route. Puisque quand il rentre, vous commencez à lui donner des leçons, à lui rappeler tout ce qu'il a souvent fait dans sa vie de mauvais. Mais non. Vous êtes derrière, vous donnez un avis, un conseil, que l'autre est libre d'accepter. À bon entendeur. Et on va donc voir, et j'achève un peu par là, que lorsque l'on va voir l'autre, c'est bien sûr parce qu'on s'est senti dérangé de quelque chose. Mais il y a effectivement des choses que nous devons aussi apprendre à éviter. Je vais citer pour aujourd'hui 2 éléments. La première chose, ce sont des paroles provocatoires qu'on appelle des injures. Et la deuxième chose, ce sont des diffamations. Les injures, c'est quoi? C'est cette parole négative à caractère provocatoire dans le but d'humilier l'autre. Donc on va vous dire, on va vous lancer une parole là, tu es ceci, tu es cela. Oui, bien sûr, ça a souvent pour effet de déclencher une réaction négative, bien sûr. Donc, il faut déjà éviter de dire, parce que nous sommes spécialistes en injures dans ce quartier, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi nous en sommes des spécialistes? Parce que dès le ventre de nos mamans, la première chose qu'on apprend de l'extérieur, c'est l'injure. Puisque les mamans sont en train de m'insulter. Faites l'expérience, hein? Moi, je l'ai faite. À une époque, sous d'autres cieux, j'administrais une école primaire et maternelle qui comportait 1500 enfants. Et je me suis donné pour loisir de lire tous les programmes scolaires, jusqu'au cours moyen 2. Et vous savez la découverte que j'ai faite, c'est qu'il n'y avait aucun chapitre qu'on appelait injure. Aucun. Mais je constatais qu'à la récréation, à la pause, mes enfants s'insultaient dans la cour. Ça veut dire qu'ils ont appris où?
à la maison. Donc, vous passez le temps toujours à insulter. Les enfants sont encore petits, connaissent les injures. Tous qui sont là. Écoutez, quand vous n'êtes pas là, quand ils s'injurent entre eux, vous allez comprendre. Donc, quand vous insultez la voisine, ils captent. Vous allez remarquer que les mauvaises paroles, tout comme les mauvaises habitudes, ça s'apprend très vite. On capte directement. Alors, il faut éviter de le faire. Mais il faut surtout éviter de se rendre sensible à ce genre de choses. Pourquoi? Parce que si quelqu'un vous dit, hein, regarde son ventre, et vous devenez moche, parce qu'il a dit que votre ventre, écoutez, il vous a décrit. Où est l'injure dedans? Mais nous sommes tellement accrochés à ce que les autres pensent, que lorsque l'autre dit quelque chose, ça nous affecte. Est-ce que c'est l'autre qui détermine qui tu es? Dieu qui t'a créé, lui t'a dit que ton ventre ne lui plaît pas. Mais parce que c'est l'autre qui a dit. Et puis encore, il a dit devant les gens, tu deviens rouge, noir de colère. Mais non. L'autre a dit que tu es laid. Mais c'est une appréciation. Lui, il te trouve laid. Mais est-ce qu'un autre te trouve beau, te trouve laid également? Mais non. Alors pourquoi est-ce que je vais me laisser affecter par la parole de quelqu'un qui en plus brille par ce qu'on appelle l'impolitesse? On répond aux injures par le silence. Alors, quelqu'un vous insulte, vous insultez aussi, vous commencez une violence verbale qui va finir par une violence physique. Et curieusement, ceux qui aiment bagarrer, les premiers sont toujours les plus faibles, parce que les gens te tabassent même là-bas. Tu commences à raconter que tu es tombé des escaliers alors que... Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, pour éviter aussi les crises, rendons-nous insensibles à des paroles négatives. Mais quelqu'un te dit une parole désagréable, c'est son problème. Vous arrivez dans un espace public, quelqu'un vous adresse mal la parole, il parle d'une certaine manière. Ne soyez plus surpris. Laissez-le. Vous allez vous rendre compte que lorsque le Mahatma Gandhi prône la non-violence, c'est aussi cela. Je ne suis pas obligé de répondre à une injure. Je ne suis même pas obligé de me fâcher. Vous allez vous rendre compte que celui devant qui vous manifestez un silence indifférent face à ces attaques, il ne sait même plus quoi faire après. Il a déjà dit que vous êtes ceci, il a déjà dit que vous êtes cela, vous êtes cela. Vous êtes toujours de marbre. Finalement, même il vous abandonne. Mais quand il se rend compte que ça vous énerve, hein, je prends un exemple encore scolaire. Vous voyez, à l'école primaire et secondaire, quand on donnait un sobriquet, un surnom à un camarade, et qu'il n'aimait pas ce surnom, qu'est-ce qui se passait? C'est même là que le nom là reste. Comme on sait que ça t'énerve, alors on va le dire tous les jours, dans ton dos comme devant toi. Mais quand on se rend compte que ça ne te dit rien, deux options, soit on l'abandonne, soit même ce nom fait tellement encore avec toi qu'il y a certains, on ne connaît même pas le vrai nom. Hein. On connaît seulement le petit nom qu'on lui a donné à l'école. Voilà comment nous devons aussi arriver à ne pas entrer dans des crises. À bon entendeur. Et la deuxième chose par laquelle j'achève, c'est bien sûr, comme je l'annonçais, la diffamation. C'est-à-dire que celui que nous allons appeler un peu, hein, le Congossa dit du mal de l'autre, dit ce qui n'est pas vrai sur l'autre, mais dit sur le nom de l'autre. Ah oui, ça également, c'est quelque chose qui terrasse souvent nos cœurs, n'est-ce pas? Quand nous apprenons ce que les autres ont dit sur nous, aïe aïe aïe, on peut se tirer une balle dans la tête, n'est-ce pas? Mais oui, mais posons-nous la question, pourquoi nous entendons ce que les gens disent de nous? Pourquoi? C'est parce que nous aimons aussi écouter ces choses. Si vous aimez écouter le Congo, ça vous allez en entendre. N'est-ce pas? Et si vous aimez écouter, c'est parce que vous-même vous aimez souvent aussi faire. Donc, souffrez que quand c'est votre tour, c'est vous qui soyez sur la croix. Parce que quand vous crucifiez les autres, c'est bon, n'est-ce pas? Ça a le goût, le A1, on est content. Il y a un mot là qu'on m'a appris l'autre jour, attendez, je m'en souviens, le japap, voilà. Allez, là, on est content. Mais, pour ne pas écouter, je vais vous livrer le secret des 3 passoires de Socrate. Et nous achevons par là. Socrate, qui était un grand philosophe, un jour, on veut venir lui dire quelque chose sur son ami, un ami qu'il aimait bien. Et il dit à celui qui vient lui parler que, avant que tu ne me racontes ce que tu veux me raconter sur mon ami, tu vas passer le test de 3 passoires. Si tu réussis ce test, alors j'écoute tout ce que tu as à me dire. Mais si tu échoues, ça ne vaut même pas la peine de parler. D'accord? Premier test, alors première passoire,
la passoire de la vérité. Il lui demande, ce que tu veux me dire sur mon ami, est-ce que tu étais un témoin historique? Tu as vu avec tes gros yeux et entendu avec tes oreilles. Sans mentir, parce qu'il y en a qui n'étaient pas là, mais ils disent que j'ai vu et entendu. Est-ce que tu étais un témoin historique? Donc tu étais là quand l'événement s'est produit. Alors l'autre lui dit, non, j'ai aussi entendu dire. Il dit donc, tu n'étais pas là. Et tu n'es même pas sûr que ce qu'on t'a rapporté est vrai. Par conséquent, tu échoues au test de la vérité. Ce n'est pas clair. Donc je ne peux pas entendre ce que tu dis. Mais je te donne encore une chance. Il reste encore 2. Si tu as 2 sur 3, c'est bon. Il lui dit, deuxième test, ou alors deuxième passoire, la passoire de la bonté. Est-ce que ce que tu as me dit sur mon ami est quelque chose de bien? Il dit, mais jamais. C'est un scoop, il a encore fait fort. Il lui dit donc, ce n'est pas positif, ce n'est pas quelque chose de bien. Tu échoues encore à ce test. Bon, essayons de voir le rattrapage, la dernière chose. La passoire de l'utilité. Est-ce que ce que tu as me dit sur mon ami est utile? Alors l'autre réfléchit, il dit, bon, pas vraiment quand même. Donc ça ne sert à rien. Il lui dit, donc ce n'est même pas important. Par conséquent, ne me dis pas. Si ce que tu as me dit sur l'autre n'est pas vrai, parce que tu étais là, si ce n'est pas bien, si ce n'est même pas utile, alors ne me dis pas. Vous voyez, si on vous annonce que vous écoutez au journal que votre frère est nommé ministre, c'est bien, non? C'est bien ou ce n'est pas bien? Alors, c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Puisqu'on a lu, publié en langue officielle au journal, en français, en anglais, on a lu, non? C'est passé à la télé, non? Et c'est utile, puisque si mon frère est en haut, moi aussi je suis en haut. Mais si qu'elle a tapé sa femme la nuit, ça nous concerne en quoi? Est-ce que c'est bien? Non. Est-ce que c'est vrai? Peut-être. Mais est-ce que c'est utile? À rien. Donc, si une information n'est ni vraie, ni bonne, ni utile, que je ne l'écoute pas. Bon entendeur. Évangélisation sincère. Abonnez-vous, partagez au maximum. Loué soit Jésus-Christ. Vraiment, merci Seigneur pour cet enseignement. Sois béni Seigneur Jésus pour des siècles et des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.